Le 14 octobre 1981, une jeune danseuse de 19 ans quitte son cours de ballet classique dans le 3e arrondissement de Lyon. Elle traverse le hall d'entrée de l'école de danse vers 22h30, son sac de toile beige à l'épaule, ses chaussons noués autour des bretelles. 3 témoins la voient pousser la porte vitrée et descendre les marches du perron. Personne ne la reverra pendant 29 ans. Le lendemain matin, son sac de danse est retrouvé dans le couloir souterrain menant à la station de métro Saxe-Gambetta, posé contre le mur carrelé, intact. Les enquêteurs de la police judiciaire de Lyon lancent immédiatement les recherches. Ils interrogent les passagers du dernier métro, les employés de nettoyage, les chauffeurs de taxi stationnés dans le quartier. Aucun indice solide n'émerge. Les témoignages se contredisent. Certains affirment avoir vu une jeune femme blonde près de la bouche de métro. D'autres parlent d'une silhouette masculine qui aurait observé l'entrée souterraine. Les caméras de surveillance de l'époque, peu nombreuses et de qualité médiocre, ne révèlent rien d'exploitable. L'affaire devient rapidement l'une des disparitions les plus troublantes de la décennie. Pendant 29 ans, le dossier reste classé sans suite. Les parents vieillissent en gardant l'espoir d'un retour. Les amis poursuivent leur vie en portant le poids de l'absence inexpliquée. Les enquêteurs prennent leur retraite sans avoir jamais compris ce qui s'est réellement passé ce soir-là. Puis, le 3 mars 2010, une femme d'apparence fragile est retrouvée errant dans les ruelles d'un petit village de l'Aïn, à 60 km de Lyon. Elle porte une veste légère, inadaptée à la saison, des chaussures usées et un ruban de satin rose autour du poignet. Un ruban identique à ceux que portent les danseuses classiques. Avant de continuer, je tiens à vous poser une question importante. Pourriez-vous me dire dans quelle ville vous regardez cette vidéo en ce moment et quelle heure il est chez vous? Cela me permet de mieux comprendre qui suit ces récits et d'où viennent mes spectateurs. Si cette histoire vous intrigue déjà, pensez à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit pouce bleu pour soutenir mon travail. Chaque like et chaque abonnement m'aide à continuer de partager ces affaires mystérieuses avec vous. Maintenant, revenons à notre histoire et découvrons comment cette femme a pu réapparaître après presque 3 décennies de silence total. Nathalie Morel naît le 18 juin 1962 à Lyon, dans une famille modeste du quartier de la Guillotière. Son père travaille comme contremaître dans une usine textile. Sa mère tient une mercerie rue de Marseille. Nathalie grandit entre les rouleaux de tissu et les conversations discrètes des clientes. Dès l'âge de 6 ans, elle manifeste un intérêt marqué pour la danse classique. Ses parents économisent pour lui offrir des cours dans une école réputée du centre-ville. Elle progresse rapidement. À 15 ans, elle intègre une troupe amateur qui se produit dans les théâtres municipaux de l'agglomération lyonnaise. En 1981, Nathalie a 19 ans. Elle suit une formation intensive à l'école de danse Marguerite Delvaux, située rue Paul Bert, dans le 3e arrondissement. Elle rêve de devenir danseuse professionnelle et travaille chaque soir jusqu'à tard. Ses camarades la décrivent comme une jeune femme discrète, appliquée, parfois solitaire. Elle vit toujours chez ses parents, dans un appartement étroit du 5e étage d'un immeuble sans ascenseur. Elle prend le métro chaque jour pour se rendre à ses cours. Elle rentre toujours tard, mais jamais après minuit. Ses parents s'inquiètent rarement. Lyon, à cette époque, semble encore une ville sûre pour une jeune femme seule. Le 14 octobre 1981 est un mercredi. Nathalie assiste à un cours de ballet classique de 20h à 22h30. La professeure, Marguerite Delvaux elle-même, confirme que Nathalie a participé à toute la séance sans manifester de signes d'inquiétude ou de fatigue inhabituelle. À la fin du cours, Nathalie récupère son sac de toile beige contenant ses vêtements de ville, une serviette et une bouteille d'eau. Elle salue 2 camarades dans le vestiaire. Elle descend l'escalier principal de l'école. 3 personnes, dont le gardien de l'immeuble, la voient sortir par la porte principale vers 22h35. Nathalie marche en direction de la station de métro Saxe-Gambetta,
située à environ 300 mètres de l'école de danse. Le trajet habituel lui prend 5 à 6 minutes. Elle doit emprunter un couloir souterrain pour accéder au quai. Ce couloir, long d'une 50aine de mètres, est éclairé par des néons blancs et bordé de carrelage blanc et bleu. À cette heure tardive, il est généralement désert. Le dernier métro en direction de la Guillotière passe à 22h53. Nathalie a tout le temps d'arriver. Mais elle ne montera jamais dans ce métro. Personne ne la voit franchir les tourniquets. Personne ne la voit descendre sur le quai. Le lendemain matin, jeudi 15 octobre, un agent d'entretien du métro découvre un sac de toile beige abandonné dans le couloir souterrain menant à la station Saxe-Gambetta. Le sac est posé contre le mur, à mi-chemin entre l'entrée et les tourniquets. Il contient des vêtements de ville pliés, une serviette rose, une bouteille d'eau entamée et une paire de chaussons de danse classiques noués ensemble. Aucun signe de violence, aucune trace de lutte, aucun objet suspect à proximité. L'agent signale la découverte à la police du métro. Vers midi, les parents de Nathalie, inquiets de ne pas avoir vu leur fille rentrer la veille, contactent le commissariat du 3e arrondissement. L'affaire commence. L'inspecteur Michel Garnier, 42 ans, est chargé de l'enquête dès le jeudi après-midi. Il se rend immédiatement au domicile des parents de Nathalie, rue de Marseille. Monsieur et Madame Morel sont effondrés, mais lucides. Ils confirment que leur fille n'est jamais rentrée la nuit précédente. Ils affirment qu'elle ne fuguerait jamais sans prévenir. Nathalie n'a ni petite amie connue, ni conflit familial récent, ni dette, ni problème apparent. Elle vit pour la danse. Elle parle parfois de Paris, de l'opéra, de ses rêves de carrière, mais elle n'a jamais évoqué de projet de départ imminent. L'inspecteur Garnier note chaque détail dans son carnet noir. Le même jour, Garnier se rend à l'école de danse rue Paul-Bert. Il interroge Marguerite Delvaux, la directrice et professeure principale. Celle-ci confirme que Nathalie était présente au cours du mercredi soir. Elle précise que la jeune femme semblait concentrée, peut-être un peu fatiguée, mais rien d'anormal. Marguerite Delvaux ajoute que Nathalie travaillait dur depuis plusieurs semaines en vue d'une audition prévue pour le mois de novembre à Paris. Elle devait présenter une variation classique devant un jury de l'Opéra de Paris. C'était une chance immense pour elle. Pourquoi aurait-elle disparu quelques semaines avant cette échéance cruciale? L'inspecteur interroge ensuite les 2 camarades qui ont croisé Nathalie dans le vestiaire ce soir-là. Céline Faure et Sandrine Lambert, toutes 2 élèves de l'école, confirment avoir vu Nathalie ranger ses affaires vers 22h25. Elles affirment qu'elle paraissait normale, peut-être un peu pressée de rentrer. Nathalie leur a dit au revoir rapidement et est partie seule. Elles ne l'ont pas suivie. Elles sont restées discuter dans le vestiaire pendant une dizaine de minutes avant de partir à leur tour. Aucune d'elles n'a remarqué quoi que ce soit d'inhabituel. Aucune n'a vu personne attendre Nathalie à la sortie. Le gardien de l'immeuble abritant l'école de danse, un homme d'une 60aine d'années nommé André Simon, confirme avoir vu Nathalie sortir par la porte principale vers 22h35. Il se trouvait dans sa loge vitrée donnant sur le hall d'entrée. Il précise que Nathalie portait son sac de toile beige habituel et marchait d'un pas normal en direction de la rue. Il n'a vu personne l'accompagner ou la suivre. Quelques minutes plus tard, 2 autres élèves sont sortis également. André Simon n'a rien remarqué de suspect. Il a fermé la porte principale de l'école vers 23h et est monté se coucher dans son appartement situé au rez-de-chaussée. Les enquêteurs interrogent les employés du métro en service ce soir-là. Le contrôleur présent au tourniquet de la station Saxe-Gambetta entre 22h et 23h affirme ne pas avoir vu de jeune femme correspondant au signalement de Nathalie. Il précise toutefois que, vers cette heure tardive, il y a peu de passages et qu'il ne mémorise pas forcément tous les visages. Il ajoute qu'il a quitté son poste quelques instants vers 22h40 pour aller chercher un café dans le local technique situé au bout du quai. Pendant ces 5 à 6 minutes d'absence, n'importe qui aurait pu franchir les tourniquets sans être vu.
Cette information ouvre une brèche dans la chronologie. Les policiers visionnent les enregistrements des rares caméras de surveillance installées dans le métro en 1981. La qualité des images est médiocre, les angles de vue limités. Aucune caméra ne couvre directement le couloir souterrain où le sac de Nathalie a été retrouvé. Une caméra située sur le quai enregistre les passages entre 22h30 et 23h. On y voit quelques silhouettes floues descendre du métro ou y monter. Impossible d'identifier formellement Nathalie parmi ces ombres pixelisées. Les enquêteurs relèvent néanmoins la présence d'un homme seul, de taille moyenne, portant un blouson sombre, qui semble attendre sur le quai vers 22h45. Il ne monte dans aucun métro. Il disparaît hors champ après quelques minutes. Le vendredi 16 octobre, l'inspecteur Garnier organise une battue dans le quartier autour de la station Saxe-Gambetta. Une trentaine de policiers et de volontaires fouillent les rues adjacentes, les parkings souterrains, les caves d'immeubles, les terrains vagues. Ils ne trouvent rien. Aucun vêtement, aucun objet personnel, aucune trace de lutte ou de violence. Le sac de Nathalie, analysé par la police scientifique, ne révèle aucune empreinte suspecte. Les objets qu'il contient sont exactement ceux que Nathalie emportait chaque soir à ses cours. Rien ne manque, rien n'a été ajouté. C'est comme si elle avait simplement posé son sac et disparu dans les airs. Les parents de Nathalie lancent un appel à témoins dans la presse locale. Le journal Le Progrès publie une photographie de la jeune danseuse en tenue de ballet, souriant face à l'objectif. L'article décrit les circonstances de sa disparition et demande à quiconque aurait vu quelque chose de contacter la police. Plusieurs personnes appellent dans les jours suivants. Un chauffeur de taxi affirme avoir vu une jeune femme blonde près de la station Saxe-Gambetta vers 22h45, mais il n'est pas certain qu'il s'agisse de Nathalie. Une habitante du quartier évoque une voiture sombre garée dans une rue adjacente ce soir-là, mais elle ne peut fournir aucune description précise. Aucun de ces témoignages ne mène à une piste concrète. L'enquête s'enlise rapidement. L'inspecteur Garnier élargit les recherches. Il interroge les anciens petits amis de Nathalie, mais elle n'en a eu qu'un seul, un jeune homme nommé Stéphane Lambert, avec qui elle est sortie brièvement 2 ans auparavant. Stéphane vit désormais à Grenoble et était présent sur son lieu de travail le soir de la disparition. Il est rapidement mis hors de cause. Garnier vérifie les finances de Nathalie. Elle possède un petit compte en banque avec quelques centaines de francs d'économie. Aucun retrait n'a été effectué depuis sa disparition. Elle n'a pas de carte de crédit, pas de dette, pas de transactions suspectes. Tout indique qu'elle n'a pas planifié de fuite. Les semaines passent. L'inspecteur Garnier continue de travailler sur le dossier, mais les pistes se tarissent. Il interroge les commerçants du quartier, les voisins de la famille Morel, les autres élèves de l'école de danse. Personne n'a rien vu d'inhabituel. Nathalie était une jeune femme discrète, sans ennemis connus, sans vie cachée. Elle ne fréquentait pas les bars, ne sortait pas tard le soir, sauf pour ses cours de danse. Elle vivait une existence simple et ordonnée. Pourquoi aurait-elle disparu précisément ce soir-là? Qu'est-il arrivé dans ce couloir souterrain entre le moment où elle a quitté l'école et celui où elle aurait dû franchir les tourniquets? En novembre 1981, une nouvelle piste émerge. Un homme se présente au commissariat. Il s'appelle Daniel Robert, 58 ans, et travaille comme électricien pour la Régie des transports lyonnais. Il affirme avoir effectué une intervention dans le couloir souterrain de la station Saxe-Gambetta le soir du 14 octobre, entre 21h et 22h30. Il explique qu'il était seul, qu'il réparait un néon défectueux près de l'entrée du couloir. Il précise qu'il a vu passer plusieurs personnes pendant son intervention, mais qu'il ne se souvient pas précisément de leur visage. Il ajoute toutefois avoir remarqué une porte métallique entr'ouverte au fond du couloir, une porte de service qu'il n'avait jamais vue ouverte auparavant. L'inspecteur Garnier se rend immédiatement dans le couloir souterrain avec Daniel Robert. L'électricien lui montre la porte en question.
Il s'agit d'une porte de service menant à un local technique situé sous la chaussée, utilisé pour le stockage de matériel d'entretien et l'accès aux gaines de ventilation du métro. Normalement, cette porte reste fermée à clé. Seuls les agents techniques possèdent les clés. Garnier interroge les responsables de la régie. Il confirme que la porte doit toujours rester verrouillée. Il vérifie le registre des interventions. Aucune maintenance n'était prévue dans ce local le 14 octobre. Personne n'aurait dû ouvrir cette porte ce soir-là. Quelqu'un l'a-t-il déverrouillée volontairement? Les policiers fouillent le local technique. C'est une pièce étroite et sombre, encombrée de seaux, de balais, de bidons de produits d'entretien. Une échelle métallique fixée au mur mène à une trappe donnant sur un conduit de ventilation. Le conduit est étroit, poussiéreux, visiblement inutilisé depuis longtemps. Garnier fait descendre un policier équipé d'une lampe torche dans le conduit. Celui-ci progresse sur une dizaine de mètres avant de déboucher dans une salle souterraine plus vaste, située sous un immeuble voisin. La salle abrite d'anciennes canalisations désaffectées et des câbles électriques. Elle est accessible par une autre trappe donnant sur la cave d'un immeuble de la rue adjacente. Cette découverte ouvre une nouvelle hypothèse troublante. Si Nathalie a été entraînée ou a suivi quelqu'un dans ce local technique, elle aurait pu être conduite dans les souterrains sous Lyon. La ville possède un réseau complexe de galeries, de caves voûtées et de passages souterrains datant de plusieurs siècles. Certains sont cartographiés et surveillés, d'autres sont oubliés, murés, inaccessibles. Garnier obtient l'autorisation de fouiller les souterrains adjacents à la station Saxe-Gambetta. Pendant 3 jours, des équipes de spéléologues urbains et de policiers explorent les galeries, les caves, les anciens abris anti-aériens de la Seconde Guerre mondiale. Ils ne trouvent aucune trace de Nathalie, aucun vêtement, aucun objet, aucun indice. Les souterrains sont vides, silencieux, impénétrables. L'hypothèse d'un enlèvement prend de l'ampleur. Garnier consulte les archives de la police judiciaire pour vérifier si d'autres disparitions similaires ont eu lieu dans la région. Il découvre 2 affaires non résolues. En 1978, une jeune femme de 23 ans a disparu après avoir quitté son travail dans le centre de Lyon. Son sac a été retrouvé près d'une bouche de métro. En 1979, une étudiante de 20 ans a été portée disparue après une soirée entre amis. Elle devait prendre le métro pour rentrer chez elle. On n'a jamais retrouvé son corps. Ces 2 affaires présentent des similitudes troublantes avec celle de Nathalie. Les 3 victimes sont jeunes, seules, disparues en soirée, dans le périmètre du métro lyonnais. Aucune n'a jamais été retrouvée. Garnier rédige un rapport suggérant la possibilité d'un prédateur opérant dans le réseau du métro lyonnais. Il demande la création d'une cellule d'enquête spéciale pour travailler sur ces 3 disparitions. Sa demande est partiellement acceptée. Un groupe de travail est formé, mais les moyens restent limités. Les années 80 sont marquées par une criminalité en hausse et des ressources policières tendues. Le dossier de Nathalie reste prioritaire pendant quelques mois, puis il est progressivement relégué derrière d'autres affaires plus récentes. Les parents continuent de se battre pour maintenir l'attention médiatique, mais l'intérêt public s'estompe. En 1983, l'affaire est officiellement classée sans suite faute d'éléments nouveaux. Les années passent. Monsieur et Madame Morel vieillissent, sans renoncer à l'espoir de retrouver leur fille. Il conserve sa chambre intacte, ses affaires de danse, ses photographies. Chaque année, le 14 octobre, il dépose des fleurs devant l'entrée de la station Saxe-Gambetta. Ils refusent de croire que Nathalie soit morte. Ils imaginent qu'elle vit quelque part, peut-être amnésique, peut-être prisonnière, peut-être simplement incapable de rentrer. Cette croyance les maintient en vie, mais elle les consume lentement. En 1995, Monsieur Morel meurt d'une crise cardiaque. Madame Morel reste seule dans l'appartement de la Guillotière, entourée des souvenirs d'une fille qui n'est jamais revenue. L'inspecteur Michel Garnier prend sa retraite en 1998. Il n'a jamais oublié l'affaire Nathalie Morel.
Il garde une copie du dossier chez lui, dans une chemise cartonnée rangée dans un tiroir de son bureau. Parfois, il relit les témoignages, examine les photographies, repense aux hypothèses qu'il n'a jamais pu vérifier. Il se demande ce qui s'est réellement passé dans ce couloir souterrain le soir du 14 octobre 1981. Il se demande si Nathalie est encore en vie quelque part ou si son corps repose dans un endroit que personne n'a jamais fouillé. Il se demande s'il aurait pu faire mieux, chercher plus loin, insister davantage. Ces questions le hantent jusqu'à la fin de sa vie. En 2009, l'affaire Nathalie Morel n'existe plus que dans les archives poussiéreuses du commissariat du 3e arrondissement de Lyon. Les policiers qui ont travaillé sur le dossier sont tous à la retraite ou décédés. Les témoins ont oublié, déménagé, disparu à leur tour. L'école de danse Marguerite Delvaux a fermé en 1995. Le couloir souterrain de la station Saxe-Gambetta a été rénové à plusieurs reprises. La porte du local technique a été condamnée et murée. Le monde a changé. Nathalie Morel est devenue une ombre dans la mémoire collective de Lyon, une histoire qu'on raconte encore parfois dans les bars du quartier, une légende urbaine parmi d'autres. Personne ne s'attend à ce qu'elle revienne un jour. Le 3 mars 2010, vers 15 heures, une habitante du village de Pérouges, dans l'Ain, contacte la gendarmerie locale. Elle vient de croiser une femme d'apparence égarée, errant dans les ruelles pavées du village médiéval. La femme porte une veste légère, inadaptée à la fraîcheur de mars, des chaussures usées, et semble désorientée. Elle ne répond pas aux questions, regarde autour d'elle avec confusion, semble chercher quelque chose ou quelqu'un. L'habitante, inquiète, a tenté de lui parler, mais la femme n'a prononcé que quelques mots incompréhensibles avant de s'éloigner vers la place centrale du village. 2 gendarmes se rendent immédiatement sur place. Ils retrouvent la femme assise sur un banc de pierre près de l'église fortifiée de Pérouges. Elle tremble légèrement, ses mains posées sur ses genoux. Les gendarmes s'approchent avec précaution. Ils lui demandent son nom, son adresse, ce qu'elle fait ici. La femme lève les yeux vers eux. Elle a un visage marqué par la fatigue, des cernes profonds, des cheveux châtains mi-longs, striés de quelques fils gris. Elle prononce lentement « Je m'appelle Nathalie, Nathalie Morel. Je dois rentrer chez moi. » Les gendarmes échangent un regard. Ce nom ne leur évoque rien. Ils lui demandent où elle habite. Elle répond « Rue de Marseille, à Lyon, dans la Guillotière. » Les gendarmes l'emmènent à la gendarmerie de Pérouges. Ils lui offrent une couverture et une tasse de thé chaud. Ils tentent de la faire parler. Nathalie semble perdue, confuse, incapable de fournir des informations cohérentes. Elle affirme être danseuse, avoir 19 ans, devoir rentrer chez ses parents après son cours. Les gendarmes remarquent un détail étrange. Elle porte un ruban de satin rose autour du poignet gauche, noué comme le font les danseuses classiques. Ils consultent les fichiers de personnes disparues. Ils trouvent rapidement une fiche datant de 1981 concernant une Nathalie Morel, disparue à Lyon, à l'âge de 19 ans. La photographie correspond au visage de la femme assise devant eux, vieillie de près de 30 ans. La gendarmerie contacte immédiatement la police judiciaire de Lyon. L'information remonte rapidement. Un inspecteur nommé Patrick Richard, en poste depuis 5 ans au commissariat du 3e arrondissement, reprend le dossier archivé de Nathalie Morel. Il lit les rapports rédigés par Michel Garnier en 1981. Il examine les photographies de la jeune danseuse disparue. Il compare avec les images transmises par la gendarmerie de Pérouges. La ressemblance est indéniable, malgré le vieillissement. Tout semble correspondre. Mais comment une femme disparue depuis 29 ans peut-elle réapparaître soudainement dans un village de l'Ain, affirmant toujours avoir 19 ans? Patrick Richard se rend à Pérouges dès le lendemain matin. Il interroge Nathalie pendant plusieurs heures. Elle répète les mêmes informations. Elle s'appelle Nathalie Morel, elle a 19 ans, elle est danseuse, elle vient de quitter son cours de ballet. Elle ne comprend pas pourquoi elle se trouve dans ce village qu'elle ne connaît pas. Elle ne se souvient pas de comment elle est arrivée ici.
Elle demande à voir ses parents. L'inspecteur Richard lui annonce doucement que son père est décédé en 1995 et que sa mère vit toujours à Lyon. Nathalie le regarde sans comprendre. Elle semble sincèrement choquée. Elle répète « Mon père est mort, mais je l'ai vu hier matin ». L'inspecteur organise un test ADN pour confirmer l'identité de la femme. Les résultats arrivent quelques jours plus tard. Il s'agit bien de Nathalie Morel. L'ADN correspond parfaitement aux échantillons conservés dans le dossier de 1981, prélevés sur des objets personnels restés chez ses parents. La nouvelle se répand rapidement dans la presse. Les journaux titrent « La danseuse disparue en 1981, retrouvée vivante après 29 ans ». Les journalistes affluent à Pérouges. L'affaire fascine le public. Comment une femme peut-elle disparaître pendant presque 3 décennies et réapparaître sans souvenir clair de ce qui lui est arrivé? Madame Morel, âgée de 78 ans, est informée de la réapparition de sa fille. Elle se rend immédiatement à l'hôpital de Lyon, où Nathalie a été transférée pour examens médicaux. Les retrouvailles sont bouleversantes. Madame Morel reconnaît immédiatement sa fille, malgré les années. Nathalie regarde cette vieille femme sans vraiment la reconnaître. Elle voit sa mère telle qu'elle était en 1981, une femme de 47 ans, aux cheveux bruns. Devant elle se tient une femme âgée, voûtée, marquée par le temps. Nathalie murmure « Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es si vieille ?» Madame Morel pleure en serrant sa fille dans ses bras. Elle ne comprend pas non plus. Les médecins examinent Nathalie pendant plusieurs jours. Physiquement, elle correspond à une femme de 48 ans. Son corps a vieilli normalement. Ses articulations montrent des signes d'usure compatibles avec son âge réel. Ses dents, ses os, sa peau présentent les marques du temps. Mais psychologiquement, elle semble bloquée en 1981. Elle ne se souvient de rien entre le soir du 14 octobre 1981 et le moment où elle s'est retrouvée à Pérouges le 3 mars 2010. 29 ans de sa vie ont disparu de sa mémoire. Les neurologues parlent d'amnésie dissociative massive, un cas extrêmement rare, mais ils ne peuvent expliquer où elle était pendant toutes ces années. L'inspecteur Patrick Richard interroge Nathalie chaque jour. Il tente de l'aider à retrouver des fragments de souvenirs. Il lui montre des photographies de lieux, de personnes, d'événements survenus entre 1981 et 2010. Nathalie ne reconnaît rien. Elle ne se souvient pas de la chute du mur de Berlin, pas de l'élection de François Mitterrand, pas de l'arrivée d'Internet, pas des attentats du 11 septembre. Son dernier souvenir clair est celui de la sortie de l'école de danse, le 14 octobre 1981, vers 22h35. Après cela, c'est le vide total. Puis, soudainement, elle se retrouve assise sur un banc à Pérouges, désorientée, glacée, sans comprendre comment elle est arrivée là. Pendant les semaines suivantes, l'inspecteur Patrick Richard mène une enquête approfondie pour tenter de reconstituer les 29 années manquantes de Nathalie Morel. Il commence par vérifier tous les enregistrements administratifs. Aucune trace de Nathalie entre 1981 et 2010. Elle n'a jamais renouvelé de carte d'identité, jamais ouvert de compte bancaire, jamais consulté de médecin sous son nom, jamais été arrêtée ou contrôlée par la police. Elle n'apparaît dans aucun fichier de sécurité sociale, aucun registre d'état civil, aucune liste électorale. C'est comme si elle avait cessé d'exister administrativement le soir de sa disparition. Comment une personne peut-elle vivre 3 décennies en France sans laisser la moindre trace officielle? Richard interroge les habitants de Pérouges. Plusieurs personnes affirment avoir vu Nathalie dans le village au cours des dernières semaines. Une commerçante se souvient d'une femme correspondant à son signalement qui errait parfois dans les ruelles, semblant chercher son chemin. Un retraité affirme l'avoir croisée près de la sortie du village, marchant pieds nus malgré le froid de février. Une institutrice dit avoir vu cette même femme assise sur un muret, regardant fixement les voitures passer sur la route en contrebas. Tous ces témoignages situent la présence de Nathalie à Pérouges entre la mi-février et début mars 2010.
Mais personne ne sait d'où elle venait, ni où elle logeait. Elle semblait surgir de nulle part. L'inspecteur organise des recherches dans les environs de Pérouges. Les gendarmes fouillent les granges abandonnées, les cabanes forestières, les bâtiments désaffectés dans un rayon de 10 kilomètres. Ils découvrent dans une ancienne ferme isolée, à 3 kilomètres du village, des traces d'occupation récentes. Un matelas sale posé à même le sol, des boîtes de conserve vides, des bouteilles d'eau minérale, quelques vêtements féminins usés. Les analyses montrent que Nathalie a séjourné dans ce lieu pendant au moins 2 semaines, mais rien n'indique comment elle est arrivée là, ni si elle était seule ou accompagnée. Les vêtements retrouvés ne portent aucune étiquette identifiable. Les boîtes de conserve proviennent de supermarchés courants. Patrick Richard tente une nouvelle approche. Il fait appel à une psychologue spécialisée dans les traumatismes et la mémoire. La docteure Sylvie Vincent rencontre Nathalie à l'hôpital. Elle conduit plusieurs séances d'hypnose régressive pour tenter de débloquer les souvenirs enfouis. Pendant la première séance, Nathalie entre dans un état de transe légère. Elle commence à parler d'une voix faible, comme une enfant effrayée. Elle évoque une pièce sombre, des murs en pierre, une porte métallique, une lumière blanche qui clignote. Elle parle d'un homme sans visage qui apporte de la nourriture. Elle dit avoir froid, très froid, tout le temps. Puis, elle se met à trembler et refuse de continuer. La docteure Vincent interrompt la séance. Lors de la deuxième séance, Nathalie parvient à évoquer d'autres fragments. Elle parle d'un endroit souterrain, de bruit de métro au loin, de passages étroits où elle doit ramper. Elle mentionne une odeur d'humidité et de moisissure. Elle évoque des années qui passent dans l'obscurité, sans jour ni nuit, sans repère temporel. Elle dit avoir perdu la notion du temps très rapidement. Elle parle d'un calendrier qu'elle essayait de tenir au début, puis qu'elle a abandonné. Elle évoque des moments où elle pensait devenir folle, où elle parlait toute seule pour ne pas oublier le son de sa voix. Ces révélations troublent profondément l'inspecteur Richard. Elle suggère que Nathalie a été retenue captive pendant des années dans un lieu souterrain à proximité du métro lyonnais. Richard retourne dans les archives de 1981. Il relit le rapport de Michel Garnier sur les fouilles effectuées dans les souterrains adjacents à la station Saxe-Gambetta. Il constate que ces fouilles n'ont duré que 3 jours et n'ont couvert qu'une partie limitée du réseau souterrain de Lyon. La ville possède des centaines de kilomètres de galeries, de caves voûtées, d'anciens passages de traboules souterraines. Certaines galeries datent de l'époque romaine. D'autres ont été creusées au Moyen Âge ou pendant les guerres. Beaucoup sont oubliés, murés, inaccessibles depuis des décennies. Il est parfaitement possible qu'une personne ait été détenue dans l'une de ces galeries sans être découverte pendant des années. Patrick Richard obtient l'autorisation de lancer de nouvelles fouilles dans les souterrains de Lyon. Une équipe de spéléologues urbains, accompagnée de policiers et de chiens de recherche, explore systématiquement les galeries situées sous le quartier de Saxe-Gambetta. Ils descendent dans des puits oubliés, pénètrent dans des caves murées depuis le XIXe siècle, suivent des conduits de ventilation abandonnés. Après 2 semaines de recherche, ils découvrent une salle souterraine dissimulée derrière un mur de briques, à environ 200 mètres sous la station de métro. La salle mesure environ 4 mètres sur 3. Elle est équipée d'un matelas sale, d'une table rudimentaire, de chaînes fixées au mur, de bidons d'eau vides. Des graffitis sont gravés sur les murs en pierre. Les experts de la police scientifique analysent la scène. Les graffitis sont des marques de comptage, comme si quelqu'un avait tenté de compter les jours. Il y en a plusieurs centaines, puis ils s'arrêtent brusquement. Des analyses ADN confirment que Nathalie a séjourné dans cette salle pendant une période prolongée. Des traces biologiques indiquent une occupation s'étalant sur plusieurs années. Mais il est impossible de déterminer exactement combien de temps elle y est restée, ni quand elle a quitté cet endroit. Les policiers découvrent également un passage étroit, dissimulé derrière une pierre mobile, menant à une autre galerie qui débouche finalement dans la cave d'un immeuble abandonné situé rue Garibaldi.
Cet immeuble a été démoli en 2007. Quelqu'un aurait-il libéré Nathalie lors de la démolition? L'inspecteur Richard développe une hypothèse. Nathalie aurait été enlevée le soir du 14 octobre 1981, probablement dans le couloir souterrain menant à la station Saxe-Gambetta. Son agresseur l'aurait conduite dans cette salle souterraine et l'y aurait retenue captive pendant des années. Cet individu lui apportait de la nourriture, de l'eau, juste assez pour la maintenir en vie. Il ne venait peut-être que quelques fois par semaine, laissant Nathalie seule dans l'obscurité pendant de longues périodes. Cette réclusion prolongée dans un environnement souterrain, sans lumière naturelle, sans repère temporel, pourrait expliquer l'état d'amnésie dissociative massive dans lequel elle se trouve. Son esprit aurait effacé ces années de souffrance pour se protéger d'un traumatisme insupportable. Mais plusieurs questions restent sans réponse. Qui a enlevé Nathalie? Pourquoi l'a-t-il retenue captive pendant si longtemps? Pourquoi ne l'a-t-il pas tuée? Comment s'est-elle finalement échappée? Pourquoi a-t-elle mis plusieurs années à sortir des souterrains après avoir été libérée ou s'être échappée? L'hypothèse la plus plausible est que son ravisseur est décédé ou a cessé de venir, la laissant enfermée. Elle aurait fini par découvrir le passage dissimulé, peut-être après des mois de recherche désespérée. Elle aurait alors erré dans les galeries souterraines, complètement désorientée, jusqu'à trouver une sortie. Cela expliquerait pourquoi elle a émergé seulement en 2010, plusieurs années après la démolition de l'immeuble qui offrait une issue. L'inspecteur Patrick Richard cherche maintenant à identifier le ravisseur. Il reprend les dossiers des deux autres disparitions similaires survenues en 1978 et 1979. Il compare les circonstances, les lieux, les profils des victimes. Les 3 femmes ont disparu dans le périmètre du métro lyonnais, en soirée, sans laisser de traces. 2 corps n'ont jamais été retrouvés. Richard émet l'hypothèse qu'un prédateur a opéré dans les années 70 et 80, utilisant les souterrains de Lyon pour séquestrer ses victimes. Cet individu connaissait parfaitement le réseau souterrain, avait accès aux clés des portes de service, savait se déplacer sans être vu. Il devait travailler pour la Régie des Transports ou posséder une connaissance approfondie du métro. Richard examine les listes du personnel de la Régie des Transports lyonnais entre 1975 et 1985. Il identifie plusieurs dizaines d'employés ayant eu accès aux zones souterraines, électriciens, agents d'entretien, contrôleurs, techniciens. Il croise ces noms avec les fichiers de police pour vérifier d'éventuels antécédents judiciaires. Un nom retient son attention, Philippe Thomas, électricien à la Régie entre 1976 et 1988. Thomas a été condamné en 1973 pour agression sexuelle sur une jeune femme à Villeurbanne. Il a purgé 2 ans de prison avant d'être embauché par la Régie. En 1988, il a démissionné brusquement sans fournir de motif clair. Depuis, il n'apparaît plus dans aucun fichier. Patrick Richard lance des recherches pour localiser Philippe Thomas. Il découvre que celui-ci est décédé en 2006 à l'âge de 66 ans, d'un cancer du poumon, dans un hôpital de Villefranche-sur-Saône. Thomas vivait seul dans une maison isolée à 20 km de Lyon. Après sa mort, la maison a été vidée et vendue à un couple de retraités. Richard se rend sur place pour interroger les propriétaires actuels. Ces derniers affirment n'avoir trouvé aucun objet personnel appartenant à Thomas. Tout avait été débarrassé par une entreprise de nettoyage avant la vente. Ils ne savent rien de l'ancien occupant. La piste semble s'arrêter là. Mais Richard ne renonce pas. Il contacte l'entreprise de nettoyage qui a vidé la maison de Thomas. Le gérant se souvient vaguement de cette intervention. Il consulte ses archives. Il retrouve un bordereau mentionnant la mise en décharge de plusieurs meubles, cartons et objets divers. Richard se rend à la déchetterie concernée. Évidemment, tout a été détruit depuis longtemps. Cependant, un employé de la déchetterie se souvient d'un détail étrange. Parmi les affaires de Thomas, il y avait plusieurs cartons remplis de plans et de schémas du métro lyonnais, certains très anciens, annotés à la main.
L'employé les avait feuilletés par curiosité avant de les jeter. Il se souvient d'avoir vu des croix rouges marquées sur certains plans, à des emplacements précis. Cette information relance l'enquête. Richard demande aux archives de la Régie des Transports lyonnais de lui fournir tous les plans anciens du métro et des souterrains adjacents. Il obtient des dizaines de documents datant des années 70 et 80. Il les étudie minutieusement. Il repère plusieurs salles souterraines et passages désaffectés qui correspondent aux croix mentionnées par l'employé de la déchetterie. Il organise de nouvelles fouilles dans ces zones. Après plusieurs jours de recherche, les spéléologues découvrent une deuxième salle souterraine, similaire à la première, située sous le quartier de la Pardieu. Cette salle contient également un matelas, des chaînes, des traces d'occupation prolongée. Les analyses ADN révèlent la présence de 2 individus distincts, mais aucun ne correspond à Nathalie. Richard comprend alors l'ampleur du cauchemar. Philippe Thomas a probablement séquestré plusieurs femmes dans différentes salles souterraines à travers Lyon. Certaines ont peut-être été tuées. D'autres sont peut-être mortes de faim ou de déshydratation lorsque Thomas a cessé de les approvisionner, soit parce qu'il était malade, soit parce qu'il avait changé de victime. Nathalie a survécu parce qu'elle a réussi à s'échapper ou parce que Thomas l'a libérée avant de mourir. Mais combien d'autres femmes ont disparu dans ces souterrains? Richard demande la réouverture de toutes les affaires de disparition non résolues à Lyon entre 1970 et 1990. Une cellule spéciale est créée pour enquêter sur ce qui pourrait être l'un des plus grands tueurs en série de l'histoire criminelle lyonnaise. Pendant ce temps, Nathalie progresse lentement dans sa réadaptation. La docteure Sylvie Vincent continue les séances de thérapie. Nathalie parvient à récupérer quelques fragments supplémentaires de souvenirs. Elle évoque un homme d'âge moyen, aux cheveux grisonnants, qui lui apportait parfois de la nourriture en silence. Elle dit qu'il ne lui parlait jamais, qu'il la regardait fixement pendant quelques secondes avant de repartir. Elle se souvient d'avoir essayé de lui parler, de le supplier de la libérer, mais il ne réagissait jamais. Elle se souvient également d'avoir entendu des travaux au-dessus de sa tête à un moment donné, des machines, des voix lointaines. C'était probablement lors de la démolition de l'immeuble en 2007. Elle aurait alors commencé à chercher une issue avec plus de détermination. Nathalie raconte qu'elle a fini par découvrir la pierre mobile, dissimulant le passage étroit. Elle a rampé pendant ce qui lui a semblé des heures, dans l'obscurité totale, suivant les courants d'air. Elle a émergé dans une cave inondée, puis a trouvé un escalier menant à une sortie murée. Elle a gratté la brique pendant des jours avec un morceau de métal trouvé au sol. Elle a fini par créer une ouverture suffisante pour se glisser à l'extérieur. Elle s'est retrouvée dans une friche industrielle déserte, de nuit, désorientée. Elle a marché au hasard pendant des semaines, dormant dans des granges, buvant l'eau des fontaines publiques, mangeant ce qu'elle trouvait. Elle ne comprenait pas ce qui lui était arrivé. Son esprit refusait d'accepter la réalité du temps écoulé. Les médecins estiment que Nathalie ne récupérera probablement jamais la totalité de ses souvenirs. Son cerveau a effacé les années les plus traumatisantes pour la protéger. Elle devra apprendre à vivre avec ce vide, à reconstruire une identité à partir de fragments dispersés. Sa mère, Madame Morel, l'accueille chez elle et l'aide du mieux qu'elle peut. Mais Nathalie reste une femme perdue entre 2 époques. Elle a 48 ans, mais elle se sent toujours avoir 19 ans. Le monde a changé autour d'elle. Ses amis d'enfance sont désormais des adultes d'âge mûr qu'elle ne reconnaît plus. La technologie, les téléphones portables, Internet, tout lui semble étranger. Elle vit comme une voyageuse du temps, prisonnière d'un présent qu'elle ne comprend pas. L'affaire Philippe Thomas continue de se développer. Les enquêteurs identifient 5 disparitions non résolues potentiellement liées à Thomas. Des fouilles systématiques des souterrains lyonnais sont organisées. 3 autres salles de séquestration sont découvertes. Dans l'une d'elles, les policiers retrouvent des restes humains.
Les analyses permettent d'identifier une jeune femme disparue en 1979. Sa famille peut enfin faire son deuil. Mais 2 autres victimes présumées ne sont toujours pas localisées. Elles reposent peut-être encore quelque part dans les profondeurs oubliées de Lyon, dans des galeries que personne n'a encore explorées. L'inspecteur Patrick Richard sait que cette enquête durera probablement des années. Les souterrains de Lyon gardent encore leurs secrets. L'affaire Nathalie Morel devient l'un des dossiers les plus troublants de l'histoire criminelle française. Une jeune danseuse disparue en 1981, retrouvée vivante 29 ans plus tard, incapable de se souvenir de près de 3 décennies de captivité. Un prédateur qui a séquestré plusieurs femmes dans les souterrains de Lyon pendant des années, sans être jamais inquiété. Des corps retrouvés, d'autres toujours disparus. Des familles qui obtiennent enfin des réponses, d'autres qui continuent d'attendre. Le cas de Nathalie pose des questions vertigineuses sur la mémoire, le traumatisme, la résilience humaine. Comment survit-on à 29 années d'enfermement dans l'obscurité? Comment reconstruit-on une vie après avoir perdu presque 3 décennies? En 2011, Nathalie accepte de donner une interview à un journaliste du Monde. Elle explique qu'elle apprend progressivement à vivre dans ce monde qui lui est devenu étranger. Elle suit une thérapie intensive. Elle réapprend les gestes du quotidien. Elle découvre des technologies qu'elle n'avait jamais vues. Elle regarde des photographies de ses 29 années qu'elle n'a pas vécues consciemment. Elle voit sa mère vieillir sur les clichés familiaux. Elle voit le monde changer, évoluer, se transformer. Elle dit ressentir une tristesse immense pour toutes ces années volées, pour sa jeunesse disparue, pour les rêves qu'elle ne réalisera jamais. Mais elle dit aussi éprouver une gratitude étrange d'être encore en vie, d'avoir survécu à ce que beaucoup n'auraient pas survécu. L'inspecteur Patrick Richard publie en 2013 un livre sur l'affaire Philippe Thomas. Il y retrace l'enquête, les découvertes successives, les mystères encore irrésolus. Il évoque les 5 victimes identifiées, les 2 toujours disparues, les familles brisées par ces disparitions. Il rend hommage au travail de Michel Garnier, l'inspecteur qui avait mené les premières recherches en 1981 sans jamais pouvoir résoudre l'énigme. Il explique comment un homme seul, utilisant sa connaissance des souterrains lyonnais, a pu commettre des crimes en série pendant plus d'1 décennie sans être découvert. Le livre devient un succès et relance le débat sur la sécurité dans les espaces souterrains urbains et sur les moyens de prévenir ce type de criminalité. Voilà l'histoire troublante de Nathalie Morel, la danseuse disparue de Lyon, retrouvée vivante après 29 ans de silence. Une affaire qui rappelle que certaines disparitions recèlent des vérités plus sombres et plus complexes qu'on ne l'imagine. Si cette histoire vous a captivé, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes. Et vous, connaissez-vous d'autres affaires de disparitions inexpliquées qui vous ont marqué? Dites-le moi en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle histoire mystérieuse.